Double Monde, création. L'humain est un obsédé de sens et de signification parce que son cerveau ne supporte pas de vivre dans l'incertitude. Et la solution qu'il a trouvée à ça pendant des milliers d'années, c'était la religion. Et ce qui est vraiment frappant dans la dynamique psychologique et émotionnelle de la prise de drogue, c'est cette notion extrêmement mécanique et prévisible du basculement d'une situation de détresse et de manque vers une situation de bonheur et de bien-être. Et là, il y a quelque chose qui concentre toute l'incertitude finalement de l'existence dans un moment où on réinstaure du contrôle. Je m'appelle Keren, Rose pour les non-intimes. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des chansons comme La Liste ou mes mots dans des livres comme Kérosène. Mais avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ces contradictions que la volonté ignore. Alors quelles sont les solutions ? Au travers de discussions décomplexées avec des invités addicts, ex-addicts, thérapeutes, artistes, auteurs, je vous propose de plonger ensemble au cœur de nos modes de fonctionnement. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. Mon invité est écrivain, journaliste, ingénieur, ancien élève de l'école polytechnique. Il est titulaire d'un DEA de pharmacologie moléculaire et cellulaire, puis d'une thèse de neurobiologie moléculaire. Il est actuellement rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho. Au fil de ses recherches et de ses ouvrages, il s'est intéressé de très près aux mécanismes biologiques qui rendent irrépressible l'envie de tabac, d'alcool, de drogue, de jeux vidéo ou d'accumulation de biens chez des personnes, sachant parfaitement que cela affecte leur santé et ou épuise la planète qui les fait vivre. Il pointe du doigt le rôle de deux zones du cerveau. La première, à la base du cerveau, le striatum, indispensable à l'époque de la survie en milieu hostile. La seconde, entre les deux hémisphères cérébraux, le cortex singulaire qui traque tout ce qui donne du sens. Dans le Bug humain paru en 2019, notre invité explore les conséquences néfastes de l'évolution humaine et les effets de notre mode de vie moderne sur notre santé, notre bien-être et celui de la planète. Mais c'est son ouvrage « Où est le sens ?», paru l'année dernière, qui est devenu un de mes livres de chevet, le genre de livre que l'on offre à tous les gens que l'on aime parce qu'il se pose les bonnes questions, apporte de grandes réponses et nous fournit des clés de compréhension, vulgarise un peu tout ce qu'on a du mal à comprendre, nous, humains, néophytes, dépendants à peu près tout. Et si nos dépendances et nos résistances au changement étaient physiologiques ? Sébastien Boller étudie pour nous les pistes entre neurobiologie et sciences du comportement pour ne plus être esclave de notre cerveau. Bonjour Sébastien. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de cortex singulaire, de striatum, d'addiction, de surconsommation, d'écologie, aussi d'espoir. Est-ce que vous pourriez me donner une définition de l'addiction ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? Qu'est-ce que ça représente ? Comme ça, sans forcément avoir un discours scientifique immédiatement. C'est une relation d'asservissement de l'individu vis-à-vis soit d'une substance, soit d'un comportement. C'est-à-dire le besoin en fait de recourir à une substance ou à un certain type de comportement pour fonctionner normalement. Et la tendance de ce besoin aussi à augmenter avec le temps, ce qui crée une dépendance. C'est souvent le terme de dépendance qui est très proche du terme d'addiction, qui vient du latin addictus, qui désignait la situation d'un ouvrier agricole ou d'un serf qui était redevable vis-à-vis de son maître sur tous les plans, qui n'avait pas donc son libre arbitre et sa liberté de mouvement et d'action. Exactement. D'ailleurs, après, ça a évolué. Ça désignait une dette aussi qu'on avait envers un créancier. Donc voilà, en tout cas, c'est d'être asservi à quelqu'un, à quelque chose. Et on a appris avec le professeur Carré, là, dans le premier épisode de Contradiction, que les substances addictives stimulaient la libération de dopamine dans le cerveau, qui est un neurotransmetteur. C'est ça, la dopamine, un neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans la sensation de plaisir et de récompense. Voilà. Et donc, cette libération de dopamine, elle renforce le comportement de recherche de substances et voilà, jusqu'à nous conduire à un comportement compulsif. C'est donc évident que la neuroscience
soit un domaine important pour comprendre les mécanismes sous-jacents aux addictions et surtout pour trouver des traitements adéquats et avancer dans la recherche. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la neuroscience et qu'est-ce qu'elle peut apporter dans le domaine des addictions? Alors, les neurosciences, c'est toutes les sciences qui étudient le fonctionnement de notre cerveau. Oui, les neurosciences, Oui. en plus, pas là. Qui s'intéressent au fonctionnement des cellules nerveuses de notre cerveau. On a 86 milliards de neurones dans notre cerveau. Il y a différents moyens de les observer, d'observer leur fonctionnement. On peut le faire grâce à des électrodes qui mesurent les courants électriques qui sont émis par les neurones, ou grâce à l'imagerie cérébrale. Donc, c'est des grands scanners où on peut mettre quelqu'un à qui on demande de réaliser une tâche intellectuelle, par exemple, de compter des points sur un écran ou de se souvenir de ses dernières vacances et de voir quelle partie de son cerveau entre en activité à ce moment-là. Donc ça permet de cartographier l'anatomie en fait de nos pensées, de nos souvenirs, de nos émotions. Donc il y a différents niveaux d'analyse, d'études, d'observation des neurones et du cerveau, et tout ça rentre dans les neurosciences qui ont explosé, on va dire, tout particulièrement à partir des années 1980 avec le développement des techniques d'imagerie cérébrale. Oui, parce que Ouais. vous dites que l'imagerie cérébrale, c'est un peu pour les neurosciences comme le télescope pour Oui, pour l'astronomie, quoi. exactement. C'est Ça a c'est été une découverte. l'instrument qui a permis d'observer cette chose si impalpable qu'est l'esprit et qui d'un seul coup, à travers les neurosciences, est devenu un objet d'étude presque physique, objectif, et l'a fait entrer de plein pied dans les sciences de la matière, en fait. Donc c'était une grande révolution. Tout à l'heure, j'ai dit que vous avez fait vous êtes titulaire d'une thèse qui étudiait en fait le fonctionnement des récepteurs neuronaux impliqués dans la dépendance à la nicotine. Oui, parce que la nicotine, évidemment, est très addictogène, et c'est une molécule qui se fixe sur des récepteurs, c'est-à-dire des molécules de notre cerveau qui ont une forme complémentaire. Et quand la nicotine se fixe sur ces récepteurs, ça enclenche l'activité des neurones. Et les neurones qui sont activés de cette façon débouchent sur la libération de dopamine, secondairement. Et donc, ça donne du plaisir et ça renforce évidemment les connexions entre les neurones qui participent à l'acte de fumer. Et donc, ça renforce l'envie de fumer et ça fait que ça devient finalement une habitude très difficilement déracinable. Moi, j'avais entendu par le biais d'une thérapeute qui essaye de me faire arrêter de fumer. Je suis en plein parcours. Elle m'a expliqué, parce qu'elle utilise une machine qui est inconnue du monde, donc je me suis quand même portée, pas cobaye, parce qu'elle a guéri des dizaines de milliers de patients, en vrai, de la cigarette, de la nicotine. Mais donc, elle utilise une cartographie aussi pour aller stimuler des zones, enfin, tout ça pour dire qu'elle m'a expliqué qu'à force de consommer des produits qui nous donnent de la dopamine et donc qui nous fournissent cette molécule-là, nous, on arrête d'en produire et quand on en produit moins. Et donc, quand on arrête de consommer, il y a ce côté dépressif. Comment relancer ce système de récompense tout seul, de création de dopamine sans la substance? Oui, ça, c'est le principe de base du fonctionnement du système de la récompense, qui fait à la fois sa force et qui nous rend en même temps vulnérables vis-à-vis des substances addictives. La contradiction. Oui, c'est-à-dire que ces circuits de neurones dans notre cerveau, et donc le striatum est au cœur de ce circuit de la récompense, ils ont cette capacité de nous donner de la dopamine et du plaisir quand on fait un certain nombre d'actions qui, à la base, sont bénéfiques à notre survie. Vous avez par exemple de la dopamine quand vous mangez. Donc c'est ça qui fait que depuis des millions d'années, les humains n'arrêtent jamais de manger parce qu'ils savent qu'ils vont avoir du plaisir pour ça, et donc ça renforce ce comportement, et c'est ce qui fait que l'espèce a survécu. Pareil, on a de la dopamine quand on a des relations sexuelles. Ça garantit le fait que les humains se reproduisent. Enfin, pas seulement les humains, c'est pareil dans le cerveau d'un rat ou d'un chat ou de tout animal. Et donc ça va aussi, par exemple, nous donner de la dopamine quand on trouve des informations qui sont intéressantes pour se mettre sur la piste de la nourriture ou d'un partenaire sexuel. Donc ce système-là... Quand on apprend aussi. Nous pousse à aller vers ce qui est bon pour nous, au départ quand même, parce que dans un milieu de rareté alimentaire, par exemple, à la préhistoire, c'est une question de vie, quoi, d'aller vers la nourriture ou d'aller vers quelqu'un avec qui on peut se reproduire ou d'aller vers une source d'information pertinente. Donc la dopamine nous récompense quand on fait ça, mais elle a en plus une particularité, donc les neurones du circuit de la récompense, s'ils reçoivent régulièrement, de façon répétée, le même niveau de stimulation, ils vont tendance à s'habituer.
Voilà. Donc au bout d'un moment, ils vont libérer de moins en moins de dopamine. Et ça, en fait, c'est très intéressant parce que ça pousse à aller vers toujours quelque chose de mieux pour relancer la machine à dopamine. Et c'est ce qui fait que l'être humain... De mieux, de plus... Oui. Enfin, les quantités aussi. De la quantité, par exemple, chercher à trouver plus facilement des quantités de nourriture plus riches, c'est très intéressant quand vous vivez dans un monde où la nourriture est rare, difficile à se procurer. Si vous trouvez un moyen d'accéder à de la nourriture plus riche qui va vous garantir votre survie à long terme, ben votre cerveau il va être content, il va vous récompenser avec de la dopamine. Il y a cette notion de moindre effort aussi, c'est-à-dire le cerveau il est encore plus content si on n'a pas eu à fournir un gros effort. Voilà, donc ce striatum nous récompense aussi de la dopamine quand on arrive à limiter nos efforts pour un même résultat. Wow. Donc ça aussi c'est très utile. Quand vous vivez dans un milieu où il n'y a pas forcément beaucoup d'énergie disponible, si vous arrivez à faire les mêmes tâches en économisant votre effort, ça avantage vos chances de survie. Et notre striatum nous récompense quand on arrive à le faire, c'est très bien. Bon, le seul problème, c'est quand on arrive dans un monde où la technologie nous donne, par exemple, à manger de façon illimitée. Et bien, ce système, il va faire qu'on va vouloir manger toujours plus. Et le résultat, c'est l'épidémie d'obésité au niveau mondial, qui fait qu'aujourd'hui, on a plus des conséquences du surpoids. Oui, que de la faim dans le monde. Voilà. Ça donne aussi lieu au fait que si vous arrivez dans un univers très technique où vous avez accès, par exemple, via Internet, à beaucoup de contenu sexuel, par exemple, et le striatum, lui, qui est programmé pour toujours vouloir plus, il va faire que vous avez tendance à cliquer de plus en plus sur des vidéos pornographiques et que ça va déboucher sur des addictions pornographiques. Donc l'émergence des addictions pornographiques est concomitante d'Internet. Voilà. C'est sûr qu'Internet est un vecteur d'addiction, en fait. Parce qu'il amplifie tout, que ce soit le jeu, les gens qui allaient au casino. On peut jouer de chez soi, on peut faire du sexe de chez soi, on peut dépenser de chez soi. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Parce que là encore, depuis l'aube des temps, notre striatum nous récompense avec de la dopamine quand on arrive à grimper les échelons de la hiérarchie sociale. Parce que dans un groupe d'humains au paléolithique, plus vous avez un niveau social élevé, plus vous avez des chances d'accéder à de la nourriture ou à des partenaires sexuels. Donc c'est toujours plus de chances de survie à court terme et à moyen terme. Donc lui, il a enregistré ça, il nous récompense avec de la dopamine quand on gagne du statut social. Et dans un monde aujourd'hui numérisé, où le statut social s'obtient de façon virtuelle sur des réseaux sociaux, où on est des milliards à pouvoir le faire, chacun va avoir ce shoot de dopamine quand il arrive à gagner des likes, à gagner de la popularité dans son groupe virtuel. Et comme c'est pas fait pour s'auto-limiter, dès qu'on gagne un like, on a un peu de dopamine. Dès qu'on en perd, on perd de la dopamine. Oui, il y a ça aussi, il y a surtout l'effet contraire. Ce que vous disiez, c'est que si on garde le même nombre de likes pendant un certain moment, comme le système s'habitue, on ressent plus rien. Donc c'est important d'augmenter les doses. C'est complètement vain et superflu la plupart du temps, mais on est quand même programmé pour ça. Donc c'est une logique d'apprentissage qui au départ était bénéfique, qui a fait de l'espèce humaine une espèce conquérante. Quand on voit Homo sapiens, il a recouvert toute la planète à cause de ce système qui fait qu'il n'est jamais satisfait. Mais donc à la base, c'était une force. Ouais, et puis ça en fait, se retourne contre nous. Tout part quand même de la nourriture et de la reproduction quand même. Nourriture, reproduction, le statut social aussi, parce qui est quand même... Les 5 besoins fondamentaux. Donc vous dites l'homme, la dopamine qui incite l'homme à assouvir continuellement et exponentiellement les 5 besoins fondamentaux qui sont manger, se reproduire, asseoir du pouvoir, comme vous l'avez dit, acquérir de l'information. Donc ça, c'est bon, normalement, d'apprendre. Et mais sauf que les informations sont utiles aussi. C'est pas apprendre pour apprendre, c'est comprendre où est-ce qu'on va trouver de la nourriture. Et enfin, fournir le moindre effort. Donc c'est fou que ces 5 besoins fondamentaux, que fournir le moindre effort fasse partie. Parce que moi, je trouve que dans les addictions, ce qui est très, très criant, c'est souvent que, en fait, on a ce vide en nous qu'il faut sans cesse alimenter, mais qu'en fait, on va vouloir alimenter par les choses les plus rapides, c'est donc boire, l'alcool. Mais en fait, souvent, les choses qui demandent le moins d'efforts sont celles qui sont le plus néfastes pour l'homme. Alors, tout dépend dans quel milieu vous vivez. C'est-à-dire que si vous vivez en milieu naturel où il y a peu de ressources alimentaires, par exemple, arriver à minimiser vos efforts, c'est la clé de la survie. On voit quand on dit... économiser ses efforts. Oui. Et ça, c'est le premier principe de base de la vie. Je veux dire, la vie est apparue il y a 3,5 milliards d'années dans les océans primitifs. C'était des petites bactéries.
Le premier principe de survie d'une bactérie, c'est ça. Ça s'appelle l'homéostasie, c'est minimiser les dépenses d'énergie et maximiser les entrées d'énergie. Ah oui, alors attention, de minimiser les dépenses d'énergie, oui, en effet. Mais par contre, c'est énergivore, justement, le fait de consommer des séries, d'aller vers les choses qui sont faciles d'accès. C'est assez différent du fait d'économiser son énergie quand même, parce que c'est vrai que les substances et les divertissements, comme vous les appelez aussi dans vos livres, c'est des choses qui nous assomment sans que ça nous demande vraiment de réfléchir, en gros. Ça ne demande pas d'effort non plus. Ouais. Il y a une citation qui m'a fait penser pendant que je lisais Où est le sens, donc ça m'a fait penser au tout début à une phrase de Churchill, parce que je suis totalement fan de cet homme, qui dit « Le vrai génie réside dans l'aptitude à évaluer l'incertain, le hasardeux, les informations conflictuelles. » Alors moi, j'avais vraiment, d'un coup, ça m'a fait tellement penser à votre livre « Où est le sens ?» Parce que, est-ce que vous pouvez déjà expliquer qu'est-ce que c'est cette incertitude ? Moi, j'ai reconnu les informations conflictuelles comme des dissonances cognitives. On a des informations conflictuelles et du coup, on perd le sens. Enfin, c'est assez compliqué. Alors moi, je l'ai compris, je l'ai intégré, mais j'ai du mal à le restituer. Donc, je vais vous faire confiance pour ça, pour nous expliquer comment l'incertitude et les dissonances cognitives agissent sur le sens de nos vies et comment ces rafales d'incertitude nous font perdre le sens. Et du coup, qui allume la fameuse partie du cerveau dont on parlait, le cortex singulaire. Ça, c'est une deuxième... Oui. Alors, c'est vrai que notre cerveau est équipé de cette structure nerveuse qui s'appelle le cortex singulaire, qui est une véritable machine, au départ, à essayer de faire des prédictions sur ce qui va arriver dans notre environnement, d'anticiper ce qui va arriver. Et ensuite, d'observer le résultat et de comparer ce qui arrive vraiment avec ce qui était prévu. Et quand ce qui arrive vraiment correspond à ce qu'on avait prévu, à ce moment-là, il est tout content et il crée un sentiment d'apaisement. En revanche, si ce qui arrive vraiment est très différent de ce qu'on avait prévu, il réagit en envoyant ce qu'on appelle un signal d'erreur, c'est-à-dire une forte décharge électrique et des hormones du stress, qui sont la noradrénaline, le cortisol, et qui font qu'on est en état d'alerte. Parce que... Il envoie autre chose quand il obtient ce qu'il avait prévu ? Est-ce qu'il y a une histoire de dopamine ou quelque chose ? Quand il obtient ce qu'il avait prévu, non. Lui, il réagit en disant « tout va bien ». En fait, c'est la paix. L'apaisement. C'est l'apaisement, le sentiment de sécurité. Il n'y a pas une molécule dans le cerveau qui fait ça, qui apaise ? Alors lui, il ne fait pas ça. Lui, il s'active quand il y a une dissonance c'est là entre ce qui était prévu et ce qui est observé pour de vrai. Et ça, encore une fois, c'est le résultat de notre évolution. Parce que quand on regarde ce qui est vital pour un être humain dans des conditions ancestrales pour survivre, c'est notamment d'arriver à prévoir notamment le passage du gibier. Donc vous voyez nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, on peut les voir encore dans certaines populations, comme dans le désert du Kalahari. L'avantage de l'homme par rapport aux autres prédateurs, c'est pas qu'il court vite ou qu'il a de la force ou qu'il a des grandes dents, c'est qu'il arrive à analyser son environnement et à repérer le comportement des autres animaux et à s'attendre, par exemple, à ce qu'il y ait des routes de migration, qu'il y ait des proies qui passent à certains moments, et à s'organiser pour tendre des pièges, pour tendre des embuscades à plusieurs. Là. Et donc cette capacité d'anticipation, c'est la clé de la survie. Et c'est ce cortex singulaire qui, en observant comment les choses se passent autour de lui, se dit, voilà, on a intérêt à se placer là à tel moment pour avoir un temps d'avance sur les autres éléments de l'environnement naturel. Et quand, donc, par exemple, le gibier passe là où on avait prévu, c'est bon, c'est une validation qui dit la prévision qu'on avait faite est valide et donc on peut la réutiliser. Ça nous apportera un avantage. En revanche, si on a tout organisé pour l'action de chasse collective à un moment donné et que finalement rien n'arrive, finalement le gibier a décidé de passer à un autre moment, là c'est une menace vitale pour le groupe en fait. Et donc c'est là que le cortex singulaire antérieur décharge son cortisol, sa noradrénaline, et met l'individu en situation de stress maximal, c'est-à-dire de mobilisation des ressources, de glucose musculaire, de locomotion intense pour se réorganiser totalement et pour repenser un autre système d'interprétation. Il va falloir... Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va traverser en fait l'histoire des sociétés, puisque après, à la préhistoire, on voit par exemple dans l'Antiquité la pulsion de divination.
On a tous les empereurs qui ont des devins, des aruspices, c'est-à-dire des gens qui observent le vol des oiseaux ou qui lisent dans les entrailles des animaux pour observer des indices qui leur permettent de dire « Ah oui, il va arriver ça ». La situation est favorable, c'est le moment d'envahir la cité voisine. Voilà. Et toujours l'envie de prévoir ce qui va arriver. Et même au néolithique, quand l'être humain se convertit de chasseur-cueilleur en agriculteur, là, ce qui se passe, c'est que les cultivateurs, vous voyez comment ils fonctionnent encore aujourd'hui, ils observent la forme des nuages dans le ciel, ils se disent quand il y a telle forme de nuage, ça veut dire que demain il va pleuvoir. Donc toujours faire des prédictions. La météo, c'est un peu le modèle le plus parlant. Hein. Voilà, la météo aujourd'hui a poussé cette... Il faut voir comment on est quand on part en vacances et qu'on veut fait pas beau. Voilà, non, mais c'est-à-dire que tout s'effondre, en fait. Hein. Mais en fait, Churchill avait raison. C'est vraiment du génie de pouvoir prédire. Et notre cerveau n'aime pas du tout l'incertitude. Ah, mais c'est une horreur. Ouais. Déjà, il n'aime pas le vide. Enfin, je sais que notre cerveau crée les images manquantes souvent aussi quand on ne voit pas quelque chose. Enfin, il y a une histoire comme ça aussi. Quand on met effectivement des gens devant des écrans de télévision avec des signaux aléatoires comme des parasites. Ouais. Voilà. Et il y a parfois la tendance on croit reconnaître des motifs dans notre environnement. Et c'est d'autant plus le cas quand on est en situation de perte de contrôle sur notre existence personnelle. C'est-à-dire quand on voit que des gens perdent complètement le fil de leur vie, qui ne contrôlent plus rien, leur travail, leur famille, leurs investissements, et qu'on les met devant un écran où il y a du bruit aléatoire, à ce moment-là, leur cerveau croit voir des motifs. C'est-à-dire que l'ordre qu'il n'arrive plus à voir dans sa vie réelle, il va le projeter sur des motifs aléatoires. Il y a toujours ce réflexe d'essayer de discerner un sens dans ce qui nous entoure, même quand il n'y en a pas. Bah oui, alors justement, vous dites que si nous avons tué le sens, nous n'avons pas tué le besoin de sens. Alors déjà, il faudrait qu'on nous explique comment est-ce qu'on a tué le sens. Oui. Parce que moi, je comprends tout à fait que, en fait, la multitude de choix dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et enfin, moi, je fais des crises paniques dans des supermarchés. Je sais que je me sens vachement mieux quand je suis dans un petit village en vacances et qu'il y a un supermarché avec un seul produit à acheter, un seul chemin, des choses à faire très simples et très faciles et qui ne nous demandent pas toutes les 2 secondes de faire des choix et surtout de prédire des choses qui vont pas se passer, en fait, de se laisser vivre dans le présent, dans des endroits où voilà, oui, moi c'est le choix par exemple qui me tue. Est-ce que ça fait partie de ça, l'incertitude et le manque de sens? Alors c'est vrai, sur le besoin de sens, alors il y a ce besoin du cerveau de se projeter vers un futur probable, voilà, de façon à pouvoir anticiper les choses, savoir où on va. Alors pourquoi est-ce que ça, biologiquement, c'est le support biologique du sens? Parce que le sens, c'est quand même un mot sacrément large. En fait, quand on retrace l'évolution de cette partie du cerveau, on voit qu'il y a ce besoin d'anticiper l'avenir qui va se traduire ensuite par des grands systèmes de sens, y compris des systèmes de sens philosophiques et religieux. Pourquoi ? C'est parce qu'on s'aperçoit que dans les temps très anciens, pour donner une direction à la vie du groupe, il fallait simplement pouvoir se doter de récits des origines, par exemple, expliquer d'où viennent les hommes, quels sont les systèmes de valeurs qui font qu'ils vont pouvoir ensemble tracer leur chemin ensemble. Donc ça limite l'incertitude sociale. Et puis au moment où se constituent les premières grandes sociétés de dizaines de milliers d'habitants, de centaines de milliers d'habitants, il y a 3, 4, 5 000 ans, on voit apparaître des rituels collectifs. Parce que les rituels collectifs sont un moyen de prédire ce que va faire le voisin dans une cérémonie parce qu'il fait les mêmes gestes et les mêmes paroles au même moment, même si on ne le connaît pas. C'est ça le grand problème quand on arrive dans les premiers rassemblements de centaines de milliers d'individus, c'est que pour la première fois, l'être humain fait l'expérience de l'anonymat. Il rencontre des gens, il ne sait qu'il pas n'a jamais vu. Voilà, et donc il dit mais lui, je le connais pas, comment il va réagir? Et l'antidote qui a été trouvé par les civilisations, c'est les rituels collectifs, parce que ça permet de savoir ce que va faire l'autre, même si on le connaît pas. Et tout ça va s'entourer ensuite d'un décorum et de croyances. Évidemment, d'un panthéon, de croyances en des forces divines. Et c'est là qu'on voit que le besoin de prédire très prosaïquement le déroulement des choses dans l'environnement naturel ou dans l'environnement du groupe va se traduire ensuite par des grands systèmes de sens qui font l'hypothèse de force créative, de divinité. Ouais, de théologie, voilà. Et donc c'est là qu'il y a ce besoin de sens qui vient du cerveau des origines et qui va trouver un moyen de s'alimenter par des grands systèmes de sens. Puisque vous parliez de systèmes de sens, de systèmes religieux, de récits des origines, des grands mythes, des mythologies, des cosmogonies. Et tout ça, ça va accompagner l'humanité pendant toute son existence, jusqu'environ à la Renaissance, quand là, la science fait son apparition et propose de remplacer
les systèmes mythologiques par une description scientifique, mathématique du réel. Donc ça, on va perdre les grands systèmes de sens à ce moment-là. On gagne à la place la force de la science, Oui. qui permet de prédire, par exemple, aujourd'hui on prédit la météo non pas en faisant appel à des devins, mais à des modèles de calcul d'ordinateur extrêmement précis. Mais on confie finalement cette capacité de prédiction des choses à la machine. Et la machine, elle, va introduire de l'incertitude. Pourquoi ? Parce qu'elle se développe à un rythme effréné. C'est la loi de Moore. Les ordinateurs deviennent extrêmement complexes. Aujourd'hui, les décisions financières sont prises en un millionième de seconde, bien plus rapidement que les humains ne peuvent le faire. Et donc, on perd un peu le contrôle. Et surtout, ça débouche sur des sciences qui deviennent tellement complexes que le citoyen individuel que nous sommes ne peut plus se documenter suffisamment pour comprendre le monde dans lequel il vit. Donc l'incertitude explose et l'offre commerciale aussi, puisqu'on en arrivait à cette situation que vous évoquiez dans un supermarché, où on vit dans un monde où les opportunités de jouir de ce qui nous entoure sont bien plus étendues que ce que nous allons pouvoir faire dans notre petite existence. Donc il y a le cerveau, sentiment... en fait, il n'a pas évolué assez pour... En fait, ce laps de temps est hyper court entre le moment où les gens, pour justement travailler, vous disiez, pour prendre une décision, il fallait qu'ils se rencontrent quand il n'y avait pas le téléphone, pas Internet. Aujourd'hui, c'est dans la fraction de seconde, on envoie un mail, on a le retour. Avant, les choses prenaient du temps. Et en fait, ça arrivait très, 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 très vite, en fait, cette folie. Pour un cerveau, je veux dire, parce que vous parlez du paléolithique, donc on n'a pas eu autant d'années pour s'habituer. Non, oui, notre cerveau n'est pas du tout calibré pour assimiler 10 000 propositions de sens et d'interprétation du réel. Aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous pouvez recenser à l'infini des théories sur tout. Oui. Des grilles de lecture du réel qui vont être complètement en opposition les unes avec les autres. Et on se retrouve dans les fake news, devant une incapacité à choisir qu'est-ce qui va donner sens au monde dans lequel on vit. Il faut voir que nos ancêtres, jusqu'à il y a encore 2 siècles, vivaient dans des communautés où il y avait une grille de lecture du réel, qui était la grille de lecture en gros religieuse, et c'était facile à comprendre. Il suffisait de faire les bons actes qui étaient prescrits par la doctrine morale de l'époque pour se dire j'ai fait ce qu'il faut, j'irai au ciel si je fais ce qu'il faut, ou j'irai en enfer sinon, mais en tout cas c'est clair, c'est balisé, et tout le monde a la même grille de sens. Et notre cerveau, il fonctionne comme ça. Ça rassure, il a été calibré pour ça. Les tocs rassurent, comme même le tennisman, là, comment s'appelle-t-il ? Nadal qui a ses petits rituels. C'est même pas de la superstition, c'est-à-dire on se dit, voilà, quand j'ai fait ça a marché, donc je vais refaire tout pareil, quoi. Et en fait, quand on veut refaire tout pareil à l'infini, je pense que c'est là qu'on peut parler d'addiction aussi, à partir d'un moment, puisqu'on va revenir dans ce sujet. De toute façon, vous dites que par rapport au sens, donc on a bien compris qu'on avait une quête de sens. Et c'est ça, moi, depuis le début, je pense que les addicts sont... Je ne sais pas si on parle des addicts, mais l'être humain aussi, en général, mais ce sont des êtres spirituels qui n'ont pas les bons outils, c'est-à-dire ils sont en quête de sens. Il y a quelque chose comme ça. Donc le cortex singulaire va s'arranger pour restaurer de la certitude à plus petite échelle, parce que c'est trop grand, et puisqu'il ne peut pas le faire à celle plus globale de son existence. Là, je vous cite. Il le fera en adoptant des comportements court-termistes, et donc destructeurs, en fait, néfastes. Tout à l'heure, je disais les trucs qui demandent le moins d'efforts, mais c'est peut-être à la limite des choses qui sont plus à court terme, qu'il faut qu'elles soient... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à aller élaborer des plans et tout ça. Non, il nous faut tout de suite le truc maintenant. Et quand on est court-termiste avec la planète, on le voit, ça ne marche pas. Avec l'humain non plus, du coup. Non. Effectivement, le dilemme dans lequel on se retrouve, c'est qu'on a un cerveau qui veut pouvoir se projeter dans l'avenir, faire des prévisions, s'appuyer sur des codes partagés avec nos semblables, qui nous permettent de faire confiance aux autres, de savoir où on va. Ouais. Et il a évolué comme ça pendant des millions d'années, et d'un seul coup, il se retrouve dans un monde, en fait, où tout accélère, où tout devient de plus en plus complexe. Il y a ce fameux ouvrage du sociologue Hartmut Rosa qui décrit le phénomène de l'accélération des modes de vie, qui fait qu'on a le sentiment que le temps manque, que tout va toujours trop vite, qu'on ne maîtrise plus ce qui arrive. Et donc on se retrouve dans une situation qui est le contraire de ce qu'on avait souhaité. On se retrouve dans une situation où, finalement, à l'échelle de nos existences personnelles, on voit la durée, par exemple, des contrats de travail qui se réduit, on voit la durée des couples qui se réduit,
les familles qui explosent. Puis on fait plus le même métier pendant toute sa vie, on change 5 fois. La stabilité professionnelle aussi, le sentiment de précarité. Et puis, tout au bout du chemin, cette incertitude maximale qui est celle de l'avenir de notre planète et de la possibilité, en fait, d'avoir simplement de survivre en tant qu'espèce pour les générations futures. Donc, on vit sous le sceau de l'incertitude. Exactement. Voilà. Et notre cortex singulaire, lui, veut pouvoir se projeter, veut pouvoir avoir quand même un chemin tracé. Sinon, c'est le stress, c'est le cortisol, c'est la noradrénaline. Et donc, ce qu'on observe, c'est que plus les individus ont le sentiment de perdre le contrôle sur leur existence, d'être en situation d'incertitude, plus ils vont avoir tendance à se réfugier dans des séquences de comportement, des petites séquences de vie où le sentiment de contrôle est récupéré. Et c'est ça que j'appelle les micro-certitudes, c'est-à-dire que sur quelques minutes, sur quelques heures, on sait que tout est balisé. Et quand on va se servir un verre, on sait exactement ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer. On va le boire, ça va nous apaiser. À court terme, ça marche. À court terme, ça marche. Quand on va aller vers des nourritures grasses, sucrées, qui sont associées à des stimuli visuels précis, l'exemple typique, c'est le fast-food. Il y a un symbole mondialement reconnu sur toutes les enseignes. On l'a associé au fait que dans quelques minutes, on va avoir du sucre et du gras au fond de l'estomac. Et donc, la survie, en fait, rien qu'en regardant l'enseigne, on commence déjà à envoyer un petit peu de dopamine qui monte dans le striatum, qui est guetté par le cortex singulaire antérieur. Et si le résultat prévu, c'est-à-dire le gros hamburger... Il y a très peu de chances que ça n'arrive pas en plus. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un système d'enchaînement de prévisions qui sont confirmés par le résultat final, qui est extrêmement rassurant pour le cortex singulaire antérieur. Et c'est exactement la même séquence d'action qu'on voit en laboratoire quand on fait des expériences sur des petits singes, des macaques qui sont très utilisés en laboratoire, où on leur met des indices visuels qui sont associés à l'arrivée, par exemple, d'un jus de pomme. Ils adorent le jus de pomme. Bon. Et on voit ça, on voit la dopamine qui commence à monter quand ils voient l'indice visuel. Et si le jus de pomme arrive, le cortex singulaire dit « Tout va bien, mon gars, tu es en contrôle. Tu es dans une séquence d'action de micro-certitude sur 10-20 minutes. » Et ça, c'est extrêmement rassurant. Et donc, c'est fou tout ce qui se passe dans notre cerveau quand même. Moi, j'adore. Mais ça me passionne. Hein. Et plus on vit dans un monde où on a le sentiment que tout est en perte de contrôle, plus ces moments-là vont être extrêmement précieux pour notre système de prédiction, notre système de sens. Et parce que le sens, il est vraiment là. Je déchiffre une lettre, un logo, qui est synonyme de survie dans quelques minutes. Et là, on retombe sur le pivot central originel du sens, vraiment bien loin des systèmes de sens élaborés au niveau civilisationnel. On est sur le biologique pur. Et ça, on va le retrouver dans l'alimentaire et on va le retrouver dans le sexe, évidemment, puisque ce qu'on voit également, c'est que quand il y a des indices, on sait tous, il y avait une phrase de Georges Clemenceau qui disait « Le meilleur dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier ». C'est-à-dire que le fait qu'il y a des indices qui nous rappellent que dans quelques minutes, ça va arriver. Et là également, c'est le moment où la dopamine commence à monter. Et si le plaisir anticipé arrive, le cortex singulaire, là encore, est tout à fait content. Il a déchiffré son environnement. Il sait comment s'y prendre la prochaine fois aussi pour de nouveau répandre ses gènes, ce qui est Mais les drogués le disent aussi. Les drogués, c'est un grand mot, mais je veux dire, quand on commande de la drogue... Le temps que ça arrive, il se passe des milliards de choses. Les symptômes déjà de la drogue sont déjà là en plus. C'est assez fou. Donc oui, le manger, c'est une façon de combler ce vide, vous l'avez dit. Le sexe, c'est presque la première, mais aussi la drogue, vous dites que c'est le troisième substitut au sens. Il y a une phrase que j'adore, alors cette phrase est géniale, il ne faut plus dire que la religion est l'opium du peuple, mais que l'opium est la religion du peuple. Oui, parce que... C'est-à-dire que ça, c'est très fort parce qu'en fait, on comprend que les drogues deviennent des palliatifs au manque de sens. Maintenant qu'on a bien compris cette histoire de sens, j'espère, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer comment les drogues deviennent des palliatifs. Enfin, ça, on l'a compris aussi, puisque vous avez expliqué ce que ça fait. Mais j'ai presque envie de lire une partie de votre livre, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Une petite séquence. L'humanité vit une histoire d'amour avec les drogues. On estime que la totalité des personnes consommatrices de drogues illégales atteint 250 millions d'individus. Mais les drogues illicites ne suffiraient pas à calmer tous les cortex singulaires de milliards de personnes à la surface du globe. Il faut pour cela des substances licites, alcool et cigarettes. On compte ainsi environ 300 millions
d'alcoolodépendants et 1 milliard de personnes dépendantes à la nicotine. Alors, on va parler de ces drogues licites quand même un petit peu. En plus, vous avez fait votre thèse sur la nicotine, mais pour moi, c'est les pires, hein, la nicotine et l'alcool, parce que en plus, il y a cette notion d'immédiateté et de court terme, on peut les avoir tout de suite. Oui, et puis en termes de santé publique, évidemment, la nicotine et l'alcool tuent beaucoup plus que les drogues dures, entre guillemets. Il y a une différence, c'est que dans beaucoup de situations, elles ne compromettent pas la survie à court terme. Elles permettent quand même aux personnes de vivre parfois normalement quand même, à part des cas d'alcoolisme grave. On peut vivre en étant fumeur bien plus longtemps que vivaient nos ancêtres du Moyen-Âge, grâce au système de soins. Mais oui, ça a un impact énorme. Et c'est vrai qu'il y a une relation de l'homme aux drogues qui pose question. Et la phrase, moi, effectivement, je l'ai pensée dans ce sens-là, dans le retournement de la phrase de Marx sur l'opium du peuple. C'est-à-dire que l'humain est un obsédé de sens et de signification parce que son cerveau ne supporte pas de vivre dans l'incertitude. Et la solution qu'il a trouvée à ça pendant des milliers d'années, c'était la religion. Parce que la religion permet de se dire, je sais comment le monde est structuré, je sais pourquoi il existe et je sais ce que je dois faire pour obtenir tel résultat à long terme. Donc c'est un sens qui est vu à l'échelle de l'éternité, de l'échelle du très long terme. Et puis même quand on ne comprend pas quelque chose, mais qu'on est croyant, je pense que peut-être le cortex singulaire peut-être ne s'alarme pas, dans le sens où il se dit c'est pas grave, tu comprendras plus tard, il y a Dieu est là, Dieu veille. C'est très important, on le voit expérimentalement. C'est-à-dire que quand vous mettez les gens face à des récompenses qui peuvent arriver soit de façon très fiable, comme le Big Mac après soit de façon aléatoire. On se rend compte que chez quelqu'un qui n'est pas croyant, lorsque la récompense devient imprévisible, le cortex singulaire n'aime pas ça du tout, il s'allume tout le temps, ça crée une situation de stress, alors que chez une personne très croyante, il y a beaucoup moins cette réaction-là. C'est-à-dire que face aux événements imprévisibles de l'existence, il y a beaucoup moins de réactions d'angoisse. Et on suppose que c'est parce que quelque part, il y a l'idée que de toute façon, l'issue finale est bien cadrée. Oui. Voilà. Si on suit un certain nombre de préceptes, on a en tout cas cette vision du monde qui est balisée. Et je pense que ça, c'est un grand calmant de l'angoisse de l'homme face à l'incertitude. Et quand on a vu Notre-Dame brûler, on a vu que vraiment, ça a beaucoup interrogé sur qu'est-ce qui faisait finalement avancer nos ancêtres qui construisaient les cathédrales et qui avaient peu de confort matériel. Qui avaient une vie qui était soumise à plein d'incertitudes du quotidien, mais qui tenait malgré tout. Et probablement parce qu'ils construisaient dans l'idée que ça leur rachetait un au-delà et qu'ils construisaient pour l'éternité. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit à court terme aussi. C'est ça le problème aujourd'hui, aussi. On construit pour les maisons qui sont construites aujourd'hui, on sait qu'elles seront rasées dans 50 ans. Quoi. C'est ça qui est fou. Et alors, vous en étiez à la deuxième partie de la phrase. Le cerveau humain, s'il n'a plus de sens à long terme, il va en récupérer aux petites échelles de temps où il peut récupérer cette notion de contrôle. Et ce qui est vraiment frappant dans la dynamique psychologique et émotionnelle de la prise de drogue, c'est cette notion extrêmement mécanique et prévisible du basculement d'une situation de détresse et de manque vers une situation de bonheur et de bien-être. Et qu'on détient le levier qui est la substance. On peut réactiver ad vitam. Aussi longtemps qu'on en a les moyens ou qu'on est vivant. Et là, il y a quelque chose qui concentre toute l'incertitude finalement de l'existence dans un moment où on réinstaure du contrôle. Et le besoin de contrôle, on voit qu'il est partout. Et les drogues, les substances, en fait, elles ont chacune aussi leur façon de calmer. Je sais que la cocaïne, par exemple, vous dites qu'elle détruit le sentiment d'incertitude et que les cocaïnomanes, en fait, ils sont armés d'une molécule à la fois stimulante et addictogène et toxique pour faire face à un monde changeant, labile et peu fiable. L'imprévisibilité n'atteint plus les cocaïnomanes. Voilà, moi, je l'ai vécu, ça, vraiment. C'est-à-dire que je sens monter une angoisse. Je sens que je ne sais pas comment je vais payer mon loyer. Je ne sais pas si je vais réussir à écrire la chanson que je dois écrire. Et dans ces moments-là, au lieu de me mettre au boulot, je procrastine tout ça et je consomme. Et là, à ce moment-là, je suis la reine du pétrole. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que
expérimentalement, c'est ce qui est observé. C'est-à-dire que quelqu'un qui est face à, juste de nouveau, une situation imprévisible, qui provoque l'activation du cortex singulaire, le stress, s'il est sous cocaïne, le cortex singulaire s'allume plus. Donc le stress lié à l'incertitude est quelque part occulté, mis dans un ailleurs, ou tout simplement écrasé. Et c'est le même effet qu'avec la religion. Oui, la religion est quand même un peu moins forte de ce point de vue-là. Non, mais c'est pour ça que les groupes, les 12 étapes, les groupes de narcotiques anonymes et tout ça, il y a une notion de spiritualité et de foi en une puissance supérieure à laquelle on s'en remet. Donc même pour guérir de l'alcoolisme et de la toxicomanie, on a compris que Dieu était important parce qu'il fallait qu'on remette du sens dans tout ça, parce que l'addict, il est paumé, quoi. Et donc on a vu pour la cocaïne, mais les opiacés, ils ont un effet aussi puissant aussi. Hein. C'est ça ils font la même chose en fait. Ils font la même chose. Ils anesthésient ou ils font. Ils diminuent la réaction du cortex singulaire aussi, et l'alcool aussi. Alors chez l'alcool, il se produit en plus quelque chose de supplémentaire, c'est que le cortex singulaire va finir par réduire de volume carrément. Ah oui, alors ça, avec j'ai vu ça. La consommation chronique d'alcool. Ça atrophie, quoi. Donc vous pouvez finir par presque pratiquement le détruire. Et si on n'a plus ce cortex, s'il est si atrophié, en gros, on n'aura plus du tout besoin de sens. Donc finalement, on est moins en alerte, mais en même temps, on est totalement addict puisque on peut plus. On va être complètement dépendant de la substance. De toute façon, quand on en arrive là, c'est qu'on est déjà physiologiquement. On l'a observé aux images, d'alcooliques, tout ça, la réduction. La réduction, hein, c'est ça. Oui, on voit la réduction. Mais ça peut plus bouger. Enfin, ça peut revenir ou c'est foutu une fois qu'il est petit, ce cortex. J'aurais la réponse comme ça. Bah, écoutez, on va la chercher. Il faudrait regarder. Je suis désolé, je regarderai. En fait, chez les addicts, il va y avoir un apaisement un petit peu parce qu'il n'y a plus du tout cette quête de sens. Mais en fait, malheureusement, il y a l'addiction. Oui, alors, dans l'addiction, il y a effectivement cette dimension du sens. Et puis, il y a aussi la dimension d'addiction à la libération de dopamine créée par la substance. Qui fait que quand vous êtes habitué à obtenir de la dopamine à grands coups de vodka ou quoi que ce soit, une fois que vous n'avez plus la substance, il n'y a plus la dopamine, et ça, c'est vécu comme... c'est le syndrome de manque. Hein. Et c'est particulièrement fort dans la cocaïne, parce que la cocaïne, elle, provoque une densification de la dopamine dans les synapses entre les neurones, en bloquant les processus de recyclage et de destruction de la dopamine c'est le fameux naturelle processus de recyclage. Donc là, c'est carrément... c'est terrible. Donc, l'addiction, elle repose sur ces deux piliers-là. En fait, vous dites aussi que quand on a ce cortex singulaire qui est atrophié, c'est un peu le syndrome de l'autruche. On est dans une... il n'y a plus de conflit vraiment, il n'y a plus la fameuse dissonance cognitive dont on parlait au début. Mais il n'y a plus de problème en fait, mais évidemment, la vie... elle en pâtit. Une fois que vous n'avez plus ce système-là, vous ne pouvez plus non plus former de projet. Et on ne peut plus prendre de plaisir non plus. Non, parce que oui, le plaisir, il vient aussi du fait qu'on anticipe une récompense et qu'on s'en approche le plus possible et qu'on corrige son comportement de façon à trouver le chemin qui va vers cette récompense-là. Et c'est ça que fait notre cortex singulaire antérieur. Donc si on n'a plus ce système-là, on n'a plus la capacité à se projeter dans la temporalité, qui est quand même la base de l'existence. Donc on vit dans l'instant. Et quand on vit dans l'instant, ça devient très organique, ça devient très passif. Il n'y a plus aussi justement la dimension de spiritualité qu'on peut avoir dans le rapport aux autres aussi, parce que les autres, la relation se développe aussi dans la temporalité. Donc on devient un point dans l'instant pur. Et quand on vit un point dans l'instant pur, on est très très dépendant des stimulations instantanées. Des stimulations instantanées, c'est-à-dire qu'on va aller se tourner vers tout ce qui est numérique, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est service de livraison à domicile dans la journée. On est incapable de patienter, on est capable de projeter des choses à long terme. Donc, moi, je pense que c'est exactement comme ça que s'installe la dépendance, à force que se réduise cette partie du cerveau et qui fait qu'on n'est plus capable de voir autre chose que du court terme et de choses néfastes, encore une fois, qui ne nous demandent pas de réfléchir et de faire appel au sens. Le plus puissant aujourd'hui,
c'est la consommation, c'est l'argent, en fait. C'est ça qui va faire qu'on a l'impression de contrôler quelque chose, on a l'impression de gagner de l'estime de soi. Et aujourd'hui, c'est ça. Hein, c'est ça qu'on va chercher, plus encore que tout le reste. L'argent, c'est vraiment le stimulant de la dopamine par excellence. Parce que l'argent permet de combler les 5 besoins vitaux primaires de l'homme: manger, se reproduire, acquérir du statut social, oui, l'estime de soi, vous en parliez, accéder à l'information, minimiser ses efforts. Et on le voit aussi dans l'expérience de neurosciences, c'est-à-dire que l'argent active le système de la dopamine à fond, et donc il est sujet à ce système de lassitude qu'on appelle l'habituation hédonique, c'est-à-dire que si vous gagnez toujours la même quantité d'argent, au bout d'un moment, ça ne vous fait plus rien. Et plus vous en gagnez, plus vous vous lassez, et donc plus il en faut. Voilà. Donc c'est le système de l'actionnariat, c'est toute la dynamique de la croissance économique qui repose sur ce principe de croissance du striatum et des neurones à dopamine. L'être humain est venu sur la scène biologique de l'évolution avec ce système qui fait qu'il en veut toujours plus. Et quand l'argent arrive dans l'histoire des civilisations, forcément, il va être soumis à ce principe de croissance. Là, on va parler du coup de votre livre, le bug humain. Un peu plus, peut-être, c'est ce sujet-là, comment l'homme en veut toujours plus, détruit la terre sur laquelle il vit, et justement, en fait, ici, la branche sur laquelle il est assis. Donc, c'est du sabotage. Encore une fois, moi, j'appelle ça de l'addiction. Est-ce que pour vous, les problèmes d'écologie aujourd'hui, c'est exactement de l'addiction à grande échelle ? Oui, c'est de vouloir plus, et se détruire, et vouloir et détruire, c'est pareil. Les civilisations de productivisme sont forcément victimes d'addiction. Parce qu'au départ, l'être humain a un cerveau qui est programmé pour en vouloir toujours plus. Mais pendant très longtemps, en fait, il est bridé par les limites des ressources naturelles auxquelles il ne peut pas prélever autant qu'il veut parce qu'il est faible. Il n'a pas encore les outils technologiques. Quand la technologie arrive avec la révolution industrielle et avec les énergies fossiles, d'un seul coup, on peut exploiter les ressources quasiment sans limite. Et donc, ce cerveau qui n'est pas fait pour s'auto-limiter va consommer toujours plus, fatalement. Et plus il consomme, plus il se lasse, et donc plus il va demander plus. Donc, c'est la définition d'une addiction. L'addiction à grande échelle résulte, en fait, de la pléthore de moyens technologiques qui ont été acquis grâce à la révolution industrielle. Et là, on ne sait plus comment s'arrêter. Donc le principe de croissance, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas penser autre chose que la croissance ? C'est parce qu'on a donné à notre cerveau ivre de croissance les moyens d'aller vers toujours plus. Donc ça, c'est en train de détruire notre planète et de mettre en cause, on a déjà détruit à peu près 60% de la biodiversité en un siècle. Et on est extrêmement dépendant en fait de l'équilibre des systèmes, des écosystèmes. Donc quand on dit détruire notre planète, en fait, on ferait mieux de dire détruire notre espèce. C'est nous qui allons être concernés en premier lieu. La vie trouvera un moyen de continuer probablement. Sûrement mieux sans nous d'ailleurs. Hein. Oui, mais moi je pense à l'humain. Voilà. Ouais. Et on a besoin également à toutes les autres espèces vivantes. Je suis un amoureux de nature, je ne vais pas dire que je pense qu'à l'humain, mais on devrait se préoccuper de nous et donc se préoccuper... c'est fou qu'on n'arrive pas à avoir ce long terme. C'est fou, quoi. Oui, voilà. Mais on est esclave de... C'est pas du tout une priorité, en fait. Hein. Non. De toute façon, on le voit. Hein, mais une fois qu'on a créé un monde qui nourrit le striatum, on ne peut plus revenir en arrière. Plus que le cortex singulaire antérieur, ce qui se passe, c'est qu'on s'habitue à la facilité et à l'immédiateté. Donc le striatum, lui, il veut tout de suite. D'accord ? Il y a d'autres parties de notre cerveau qui sont intelligentes, qui pourraient dire non, il vaut mieux se limiter maintenant pour préserver l'avenir. Bon. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on a la possibilité d'avoir les choses rapidement, les parties du cerveau qui nous permettent de patienter s'affaiblissent. Donc on a de plus en plus de mal de résister à ce qui est facile et tout de suite. Donc on voit tous les services justement qui nous proposent des gratifications immédiates sans effort, gagnent des parts de marché, donc on s'habitue de plus en plus à avoir tout rapidement, donc on atrophie encore plus les zones qui nous permettent de patienter, et donc on devient à la fin des incontinents cérébraux. Et ça, c'est terrible. Ça. Ah oui. Et comment réinverser cette balance, c'est vraiment tout le chantier aujourd'hui. On va finir sur une note un peu d'espoir peut-être, enfin, en tout cas d'essayer de trouver des solutions. Est-ce que vous dites que le rituel, c'est un calmant cérébral ? Donc on a instauré des rituels néfastes pour la planète, pour nous, beaucoup, des choses, comme vous dites, qui vont vers la facilité et le remplissage rapide. Qu'est-ce qu'on peut instaurer comme rituel
positive, quoi, parce que moi je sais que c'est une histoire de vase communicant. Comment j'ai réussi à sortir de l'addiction, enfin à sortir au jour le jour, hein, c'est de remplir. Pour moi, il y a des vases communicants. C'est plus je mets du bon dans la balance, plus le mal va diminuer. C'est l'histoire des deux loups, du grand-père amérindien qui explique à son petit-fils il y a deux loups en toi. Ils se battent. Il y en a un qui est méchant, vil, destructeur, dépendant, et il y en a un qui est bon, qui est sage, qui est raisonné, qui est patient. Et le petit enfant, il lui dit mais alors qui est-ce qui gagne à la fin? Et il lui dit c'est celui que tu nourris. Donc plus on va nourrir le bon, non seulement le bon va grandir et le mauvais va s'affaiblir. Et l'inverse évidemment est possible. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut instaurer comme bonne nourriture pour nous, pour la planète, pour l'être humain? Est-ce que prendre conscience de tout ça, ça peut vraiment nous aider à défaire tous ces mécanismes, automatismes horribles, en fait, parce qu'on est tous là-dedans? Et est-ce qu'on peut rééquilibrer ce cortex singulaire, ou alors on est esclave de notre cerveau à vie, quoi? Je sais pas. Alors, est-ce que prendre conscience de tout ça, ça peut nous aider? Alors, c'est indispensable. La liberté commence là où l'ignorance finit, disait Victor Hugo. C'est ce qu'on voit vraiment avec je crois que le cerveau, c'est qu'on ne peut pas espérer choisir un autre chemin si on n'a pas conscience de ce qui nous gouverne à l'intérieur. Et ça, c'est la grande révolution actuellement. Pendant des millénaires, l'être humain a transformé le monde qui est à l'extérieur de lui. Et je crois que le chantier de la transformation intérieure est resté assez rudimentaire. Oui. Et c'est là que ça va se jouer. Donc oui. Comment inverser tout ça? La fable du loup, elle est très éclairante. Jolie, hein, j'aime beaucoup. Moi, je la vois vraiment parce que ce combat se joue à l'intérieur du cerveau humain. Alors, on peut le voir entre le striatum et le cortex singulaire. On peut le voir aussi entre le striatum et cette autre partie du cerveau dont je vous parlais, le cortex préfrontal, qui travaille aussi à la patience, au long terme et au collectif. C'est-à-dire que le striatum, il la joue perso. C'est pour ça que quand il cherche du sens à son échelle, que ce soit à travers des séries télé, que ce soit à travers de la consommation de fast-food, que ce soit à travers des drogues, il recrée un sens qui est à la fois centré sur sa personne et qui est très, très éphémère et qui ne porte pas en termes de représentation globale des choses. Ça donne pas sens au monde dans lequel il vit, ni aux relations avec les autres. Ça restaure juste la brique élémentaire du sens biologique. Ça ne l'amène nulle part. Donc, nourrir le bon loup, c'est essayer de retrouver des systèmes de sens qui ne soient pas auto-centrés et court-termistes. Oui, vous parlez de sens cosmique, social et écologique. Voilà, et donc le sens... Il faudrait un autre épisode pour ça. Le sens cosmique, en fait, c'est un grand mot, hein, mais c'est le sens qui nous permet d'interpréter le monde au sens large. C'est-à-dire la façon dont fonctionne la planète. Donc aujourd'hui, on a plein de connaissances scientifiques qu'il faut diffuser. On voit les balbutiements en fait de ce chantier, c'est-à-dire qu'on commence, chacun sait ce que c'est qu'un impact carbone, chacun commence à savoir ce que c'est que l'effet de serre. Il y a 50 ans, c'était des gros mots. Il y a une espèce de vocabulaire commun, qui est commun à tous les humains, tout autour de la planète, puisque chacun est confronté au même impact. Où ça peut être le début d'un vocabulaire pour construire une représentation du monde qui est partagée. Et ça, c'est la base de tous les grands systèmes de sens, non pas autocentrés et éphémères, mais collectif et long-termiste. Donc, le collectif, se créer ce récit commun. Le collectif aussi, c'est important parce qu'on a du mal à faire des bonnes actions écologiques en se disant oui, mais le voisin, il le fait pas. Ça, c'est impossible. Impossible. Il y a vraiment ce truc-là d'être main dans la main, mais ça me paraît totalement utopique aujourd'hui. Bon, alors, on va être obligé. Hein, c'est-à-dire que le collectif, on voit par exemple la partie de notre cerveau qui est faite pour la coopération, c'est aussi celle qui permet de lutter contre ses désirs personnels et contre la tentation de choses faciles et instantanées. On voit dans tous les ouvrages d'anthropologie que quand il y a peu de ressources et qu'on arrive à faire prendre le ciment collectif, à ce moment-là, les humains sont beaucoup moins de mal à mettre entre parenthèses leur petit confort personnel. C'est-à-dire que ça devient beaucoup moins douloureux et beaucoup moins impossible. C'est extrêmement important, ça. Donc, recréer du collectif. Du lien. Ça, on le voit aussi chez les addicts. C'est le groupe. Mais voilà. Ça change tout. Non, mais en fait, de recréer ce lien et le sens, déjà, de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un et que nous, certaines personnes comptent sur nous. Voilà, moi, c'est vrai que j'ai pas l'impression que la planète compte sur moi toute seule, quoi. C'est compliqué, quoi, d'agir seul. Très compliqué.
Oui, exactement. Et expérimentalement, on constate effectivement que quand on doit, par exemple, renoncer à une petite sucrerie, si on est seul, on a du mal à le faire. Par contre, s'il y a plusieurs personnes qui se mettent en groupe et qui doivent résister ensemble au striatum, alors là, ça marche. L'antidote anti-striatum, c'est le collectif. Oui, parce que vous dites, si les autres le font, j'aurais plus envie... En fait, il faudrait peut-être créer le groupe des destructeurs de planètes anonymes. Oui. Non, mais c'est Oui, vrai. oui. C'est vrai, c'est de l'addiction, quoi. Et c'est de l'addiction à la on veut avoir tout ce qu'on peut. Enfin, je veux dire, le temps que ça prend de dépenser son argent, en général, les gens qui ont de l'argent, je vois, plus on a de l'argent, plus on veut le dépenser, plus on veut acheter, et plus une paire de chaussures suffira pas, une maison suffira pas. Je vois autour de moi ce qui se passe. Ah, je vais acheter quand même là, je vais faire construire là. On est obligé d'arrêter, mais c'est vrai que, comme vous le dites si bien, finir addict dans un monde dévasté, c'est sans doute pas la perspective la plus intéressante qui soit. Donc, se demander quelle est la cohérence de nos vies, retrouver du sens, trouver des valeurs. Et quelles valeurs sommes-nous prêts à défendre ? Moi, je trouve que c'est un épisode plein de questions. Ouais. J'aimerais peut-être vous réinviter pour avoir toutes les réponses. Moi, j'adore votre combat, en tout cas, parce que vous mettez votre métier, vos connaissances au service, justement, d'un idéal et de quelque chose de grand qui est la planète, quoi. Voilà. Oui, l'interaction de la planète avec l'individu. Bah oui. Parce que c'est le bien-être de l'individu qui est en question aussi. Bah oui, parce que en effet, vous voulez que l'être humain puisse vivre heureuse sur une planète heureuse. C'était la promesse, en fait, de notre civilisation qui a cru offrir le bonheur par le confort individuel et qui se rend compte que ça marche pas. Donc, comme c'est quand même l'objectif, peut-être qu'on peut changer les moyens pour y arriver. C'est ce qu'on dit toujours aux personnes qui sont en quête de sens, c'est réfléchissez, qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? D'accord ? Et ça, quand quelqu'un se pose cette question-là, en général, il arrive à y répondre très facilement, en son fort intérieur, en général. Hein. Et après, on dit, mais qu'est-ce que vous faites pour ça ? Et là, on se rend compte la plupart du temps qu'on ne fait pas les choses en fonction de ce qui compte le plus. Et pourquoi ? Merci Sébastien Bollard, j'étais ravie de vous avoir au micro de Contradiction parce que pour moi, c'est exactement le sujet de ce podcast, le cerveau humain, cette contradiction. Merci à vous. Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de Doublement de Création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.